Bonjour tout le monde, et merci de m'accueillir ce soir. Donc, comme Paul Costa le disait, et avant de commencer sur le sujet du jour qui a trait à l'éthique des sciences et à sa dimension européenne, je vais reprendre effectivement ce que disait Paul à l'instant, c'est-à-dire que l'ensemble des conférences associances de cette année sont labellisées ESOF 2018, Toulouse, Site européenne de la science. On a un petit académie ESOF pour rappeler ça. Et effectivement, c'est moi qui suis responsable de cette opération qui se produit pour la première fois en France. En fait, on est très content que ce soit en plus à Toulouse. Et où on va accueillir en juillet plusieurs milliers de chercheurs européens et du monde entier, en fait, puisqu'en général, dans les ESOF, il y a des chercheurs de 80 nationalités ou plus qui viennent et qui discutent. Ce que je voulais vous dire un peu à la fin de mon topo, mais je prétends commencer par ça, c'est que l'aspect éthique des sciences, ces différentes dimensions, ces différents domaines, fait partie intégrante des thèmes transversaux du forum Euroscience Open Forum, ESOF, qui aura lieu cette année, donc en juillet, du 9 au 14 juillet à Toulouse. Merci. Et donc, effectivement, c'est en pensant à ça que nous avons proposé de faire cette conférence ce soir. J'ai un certain nombre de positifs, j'en sortirai un certain nombre qui sont plutôt pour la discussion. Je suis bien sûr à votre disposition pour parler des offres, de ce que ça représente, ou de l'éthique des sciences et de l'Europe. Alors, quand on parle d'éthique, il faut peut-être se demander de quoi on parle. Donc, c'est la première idée, c'est un peu balayer ce qu'on va discuter. L'éthique en sciences, comment cette notion d'éthique générale se traduit dans le domaine scientifique. Et puis des choses plus spécifiques à un chercheur, ça publie, c'est auteur, qu'est-ce que ça veut dire être auteur, les aspects de dimension, de conflit d'intérêt qu'on connaît dans des domaines, par exemple l'industrie pharmaceutique ou autre, il y a de larges affaires, disons, là-dessus, mais qu'est-ce que ça veut dire dans le domaine scientifique. Et puis on pourra se poser la question de, finalement, au niveau européen, qu'est-ce qui se passe quand on parle d'éthique des sciences? Est-ce que c'est pertinent, pas pertinent? Est-ce qu'on a des structures, des institutions qui s'en occupent ou pas? Et puis comment ça marche? Donc si on veut obtenir juste quelque chose de simple, se poser une question d'éthique, s'il y a des philosophes parmi vous, on simplifie au maximum, mais bon, c'est un peu le jeu. C'est se demander au nom de quoi on va poser une question. Donc c'est la référence de valeur sur laquelle on se fonde. Et c'est d'abord un questionnement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le petit vadémécum de tout ce qu'il faut faire et qui est bien, et puis qu'on n'aurait plus qu'à décliner dans ses propres actions. Il y a toujours un questionnement, mais bien sûr il y a aussi des méthodes d'analyse, des façons et des questions et un référentiel. Alors il y a tous ces mots, j'ai mis une série de mots sur cette diapositive, qui ont tous un peu à voir avec l'éthique. Bon, évidemment, éthique et morale, on se demande pas quelle est la différence. Étymologiquement, il y en a un qui fait référence au grec, l'autre qui fait référence au latin, mais c'est la même chose. Dans la pratique, c'est pas tout à fait pareil. Les aspects de déontologie qui gèrent finalement les règles, les rapports entre professionnels, il y a évidemment des dimensions d'éthique, mais ça ne recouvre pas toute l'éthique, et la déontologie a plein d'aspects qui ne sont pas spécialement éthiques. On parle beaucoup de bioéthique, c'est pour ça que je voulais faire le mentionner ce soir, parce qu'on est actuellement en France dans la situation où on est en train de réviser la loi de bioéthique, première loi de bioéthique qui a été promulguée en 1994. Depuis, il y a eu plusieurs révisions. Et cette année, on a des états généraux de la bioéthique en prévision d'une prochaine révision qui aura lieu en 2019. L'éthique médicale, tout le monde sait, mais c'est la pratique médicale, pas forcément la recherche. Et puis l'intégrité scientifique et l'éthique des sciences, dont on parle en fait
ce soir, qui a à voir un petit peu avec tout ça. Il y a quelque chose qu'on a en France ancré dans notre Constitution, qui est le principe de précaution. Le principe de précaution a aussi sa dimension éthique. Il n'est pas question de limiter l'éthique au principe de précaution, ou de dire que le principe de précaution n'est qu'une déclinaison de dimension éthique. Pareil pour les démarches qualité, dont on parle beaucoup, notamment dans les processus industriels ou autres. Évidemment, voir la qualité de ce qu'on produit, ça a une dimension éthique, pas n'importe quoi, on vend pas n'importe quoi, on met pas à disposition n'importe quoi. Mais rien de tout cela ne résume l'éthique. Alors après, si on continue là-dessus, on peut regarder un peu les définitions, des phrases, pour éclairer quelques facettes. Si on prend un petit Robert, j'ai pris un dictionnaire parmi d'autres, il dit que l'éthique est l'art de guider la conduite. C'était bien ce que je disais, au nom de quoi on va poser des actions. Les mœurs et la morale, on en a déjà parlé. Il y a un philosophe qui s'appelle Hans Jonas qui dit que c'est une morale appliquée dans un cadre où la responsabilité se trouve engagée. Alors j'ai mis ça à cause du mot responsabilité. Ce philosophe a écrit un livre très connu qui s'appelle Le principe de responsabilité et qui effectivement pose la responsabilité qu'on met derrière les choix d'actes qu'on va poser et donc les choix moraux, etc. et l'éthique. Un autre philosophe fait une phrase un petit peu plus compliquée, mais qui finalement dit que l'éthique, qu'il appelle aussi métamorale, déconstruit les règles. Donc c'était pour rappeler ce que je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas un ensemble de règles préécrites qui permettent de faire face à toutes les situations et où on n'a plus besoin de se poser des questions. C'est en fait l'inverse. Paul Ricoeur, lui, dit qu'il y a dans l'éthique un devoir d'accomplissement, et non pas une moralité, un désir de bien vivre, cette notion de faire bien, et qui implique forcément autrui. Donc ça c'est très dans la philosophie de Paul Ricoeur, c'est toujours par rapport aux autres, et qui implique, ce qui est aussi une épreuve, de la décision et de la raison. J'ai mis en gras, c'est moi qui les ai soulignés, les mots autrui, décision et raison. Donc, on va s'arrêter là, on pourrait trouver beaucoup de phrases sur l'éthique, mais c'est pour en mettre en évidence différentes facettes. Et on peut, dans le domaine des sciences, dire est-ce que l'éthique, les questions d'éthique, sont un frein ou un stimulant de la recherche et de l'innovation. Alors ça, on pourrait faire un débat entier là-dessus, on pourra l'avoir tout à l'heure, si ça vous intéresse. Ça, je ne vais pas m'y arrêter, c'est juste pour dire que l'éthique, il y a tout un cheminement au travers des pensées philosophiques, de philosophes de différentes époques et de différents pays, qui ont finalement chacun mis en évidence un élément particulier dans leurs livres, dans leurs écrits, qui se réfère à l'éthique. Et on voit bien qu'à travers ça, il y a beaucoup de facettes différentes. Aristote, pour aller très loin, qui avait écrit pour son fils Nicomaque, l'éthique à Nicomaque, pour finalement lui enseigner le bien vivre. Donc on voit bien que dans tout ça, si je ne vais pas aller au travers de tous les autres, j'en ai parlé déjà de quelques-uns, on voit qu'il y a une référence permanente à la responsabilité et à l'autrui. Et depuis plus récemment, depuis Rawls en fait, et la théorie de la justice, on a commencé à penser aux générations futures. Avant, l'autrui, c'était par rapport au bien vivre, un peu soi par rapport aux autres. Ensuite, on a eu cette idée de se voir dans le regard d'autrui, etc. Respecter les gens, Kant. Et puis, maintenant, et beaucoup vous le lisez dans les journaux, on se positionne, ne serait-ce que par rapport au changement climatique, par rapport aux générations futures. Quelles sont vos questions par rapport aux générations futures? Donc, toutes ces facettes de l'éthique ont traversé l'histoire de la philosophie. Et je vous ai déjà parlé du fait qu'en France, on a une bonne étude de bioéthique qui ne traite pas de toutes les questions d'éthique en sciences, de la vie et de la santé,
mais qui traite de quelques-unes. Alors j'ai fait une liste là, de ce que recouvre cette loi. Derrière, c'est aussi parce qu'il va y avoir des débats, il y en a déjà eu dans notre région, sur différents aspects de cette loi de bioéthique pour lesquels les citoyens sont actuellement invités à s'exprimer. Donc la génétique dans le domaine médical, les transplantations, le diagnostic prénatal, tout l'aspect autour de l'assistance médicale à la procréation, la recherche sur l'embryon ou les cellules issues d'embryon, les neurosciences, l'imagerie médicale. On y rajoute aujourd'hui l'intelligence artificielle dans les débats relatifs à la loi de bioéthique, alors que c'était des aspects qui n'existaient pas. Donc est-ce qu'ils vont se mettre à exister dans la prochaine loi? C'est pas exclu. Donc un certain nombre de ces domaines. Mais si on parle de la recherche en général, donc les sciences en général, il y a des dimensions éthiques qui sont ancrées, pas forcément que dans les applications que je viens de citer, mais profondément dans, par exemple, l'acquisition de connaissances, qui est le fondement de la recherche, l'acquisition de savoir-faire également, qui s'appuie sur des principes, donc j'ai mis des principes de connaissance. Ça, c'est important d'y penser dans cette dimension éthique, parce que finalement, dans ce qui nous fait humains, il y a la curiosité par rapport au monde qui nous entoure. Le désir de comprendre, le désir de savoir, etc. Donc ce principe de connaissance, c'est la valeur même de la connaissance, fait partie des socles sur lesquels on peut effectivement baser une partie de l'éthique des sciences. Alors bien sûr, cette connaissance nouvelle qu'on acquiert, on ne se fait pas n'importe comment, il y a la dimension des conditions de l'acquisition de cette connaissance. Avec, lorsqu'on s'intéresse à des personnes, je suis dans le domaine de la recherche biomédicale, la liberté des gens, on respecte le droit à la différence, c'est pas tout le monde personne n'est obligé de participer par exemple à des recherches médicales, etc. Et la responsabilité, on ne fait pas n'importe comment, et c'est ce qu'on va décliner un petit peu ce soir. Et puis il y a la dimension de l'utilisation des résultats. L'utilisation des résultats vers les applications, comme on vient d'en parler, mais aussi de façon générale vers le public, dans la communication, vers les médias, etc. Et donc là, il y a des principes qui sont ceux de la justice dans les applications et ceux des bons principes de la communication qui rentrent dans cette éthique des sciences, donc à ces différents niveaux, la connaissance, la façon dont s'acquiert la connaissance et l'utilisation de ces résultats. Alors dans les applications, il y a des domaines qui suscitent des questionnements, on pourrait faire un débat sur chacun. L'utilisation des animaux, classique, en général des débats assez vifs. Les organismes génétiquement modifiés, modifier la nature, jusqu'où on va, etc. Les brevets sur le vivant, est-ce qu'on peut breveter le vivant ou pas? Quel vivant? Sur quoi se fonde tout ça? Il y a des dimensions éthiques dans tout ça. J'ai mis un exemple là sur la recherche dans les pays qui sont en voie de développement. Est-ce qu'on aide ces pays en faisant de la recherche avec eux? Est-ce qu'on les pille en se servant de leurs ressources au profit des connaissances qui seront exploitées dans nos pays sans retour vers eux? Vous voyez qu'il y a ces différents aspects qui ne font pas spécialement appel à des aspects biomédicaux. Souvent on pense, et je vais parler moi-même, la loi de bioéthique et des aspects biomédicaux. Alors en relation avec l'humain, justement, il y a bien évidemment la participation des personnes à des essais en recherche médicale, l'utilisation des cellules, des produits du corps humain, les tests génétiques, la recherche sur l'embryon, j'en ai dit un mot, et puis la dimension internationale qui en fait a une grande importance, bien sûr pour l'acquisition des connaissances, mais aussi dans les relations qui s'établissent à propos de recherche entre des pays, et on parle de diplomatie scientifique aujourd'hui. Donc on pourra y revenir si vous le voulez. Mais la responsabilité du chercheur, elle est à différents niveaux. Elle est dans la conduite de la recherche. On
alors là, je vais sauter un certain nombre de diapos parce que chacune pourrait amener de la discussion. Elle est dans la responsabilité vis-à-vis de la société, dans le dialogue science-société. Et on verra qu'il y avait des règles de conduite de la recherche qui étaient très le monde de la recherche fermé sur lui-même pendant longtemps et qui maintenant a évolué vers justement beaucoup d'ouverture et de dialogue. Et puis après, il y a ce qui est le plus classique, la responsabilité vis-à-vis des personnes participant aux recherches, notamment dans la recherche médicale. Alors ça décline un peu ce que je vais vous raconter. Alors on a en France un code de la recherche qui date qui a été adopté en 2006, qui a été modulé depuis, et qui dit que la recherche publique a pour objectif les objectifs suivants: développement et progrès de la recherche dans tous les domaines de la connaissance, c'est ce qu'on sait habituellement, mais aussi valorisation des résultats de la recherche. On donne cette mission à la recherche publique, partage et diffusion des connaissances scientifiques, le développement d'une capacité d'expertise au niveau des organismes de recherche et des chercheurs, et puis la formation à la recherche et par la recherche. Donc vous voyez que le code de la recherche couvre bien autre chose que simplement, ce qui est déjà pas mal, la production de nouvelles connaissances. Alors les personnels de la recherche publique, ils ont évidemment des missions, tout ça est dans le code de la recherche, qui sont en rapport avec les missions données à la recherche publique. Moi je ne vais pas les détailler, mais ils sont en rapport avec les missions. Et puis il y a cette notion de éthique des sciences et intégrité scientifique ou conduite responsable de la recherche. Alors je vais passer un petit moment là-dessus parce qu'il y a eu des développements récents en France à ce niveau-là. Alors qu'on était plutôt, non pas dans le principe en retard, mais dans les pratiques et la mise en place de cadres pour finalement accompagner la pratique de la recherche. Et notamment, on a depuis 2015 une charte de déontologie qui a été signée par tous les organismes de recherche. Et on a depuis 2016 un rapport qui a été remis et qui a des conséquences aujourd'hui dans la structuration de cette éthique de la recherche en pratique. Alors c'est une histoire un peu ancienne, enfin on ne remonte pas aux philosophes grecs, là, mais en 1974, l'UNESCO conférence générale de l'UNESCO, avait adopté une recommandation concernant la responsabilité sociale du chercheur, qui a été remodulée en 2017. Donc vous voyez, l'UNESCO, organisme international, qui se positionne sur émettre un texte sur la responsabilité du chercheur. Aux États-Unis, un petit peu plus tard, en 1992, il y a eu un rapport intitulé Responsible Science Ensuring the Integrity of Research Process. Donc là aussi, les États-Unis se positionnaient avec des recommandations dans ce domaine. En France, en 1999, l'INSERM a été le premier organisme à mettre en place une mission pour l'intégrité scientifique et à se positionner sur que faut-il faire pour accompagner les chercheurs dans leur mission de recherche respectant l'intégrité scientifique. On va voir qu'est-ce que c'est. En 2005, il y a eu une charte européenne du chercheur qui fait référence à l'éthique. Et en 2007, un rapport de l'OCDE qui s'étend sur les meilleures pratiques de recherche. Et tout ça avait peu d'impact en pratique, en particulier en France, jusqu'à un premier rapport qui a été remis en 2010 par Jean-Pierre Alix, qui est le secrétaire général du mouvement pour la responsabilité, du mouvement universel pour la responsabilité scientifique. Il n'y avait pas toujours grand-chose qui se faisait en pratique, à part un peu à l'INSERM. Et puis en 2007, il y a eu la première conférence internationale sur l'intégrité de la recherche qui s'est passée à Lisbonne, les World Conference on Research Integrity, le WCRI, ça veut dire ça.
Et en 2010, il y en a eu une deuxième qui s'est passée à Singapour et qui a fait un texte très général sur ce qu'on appelle la déclaration de Singapour, qui est publiée, qu'on trouve en français aussi, et sur les sites et les organismes de recherche, les CNRS, qui se sont associés à cette déclaration de Singapour. Depuis tous les 2 ans, il y a une grande conférence internationale dont le seul objectif est de faire le point sur les questions, les progrès, les procédures concernant l'intégrité scientifique. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui prend de l'importance. Et en 2011, il y a eu un code de conduite concernant l'intégrité en recherche au niveau européen. En France, en 2015, le comité d'éthique du CNRS a publié un avis, en fait une charte de déontologie pour les métiers de la recherche. Ça commençait à bouger d'un petit peu partout. Il y a toujours eu des affaires, à un moment ou l'autre, qui ont déclenché des actions en disant comment on peut faire pour que ces choses-là soit n'arrivent pas chez nous, soit n'arrivent plus chez nous, soit arrivent moins souvent. Enfin, bon, on peut le mettre sous l'angle que l'on veut. Et finalement, cette charte est une sorte de déclinaison des textes internationaux dont j'ai parlé précédemment. Et je me suis inspirée dans cette liste d'étapes d'un article de Conversation. Et puis en 2016, on a eu le rapport Corvol. Alors Pierre Corvol, vous voyez là sur la gauche, est en train de remettre son rapport en juin 2016, au secrétaire d'État en charge de la recherche, qui était à ce moment-là Thierry Manteau. Donc ce rapport, je vous ai mis sur des diapositives, je ne lirai pas toutes les 16 recommandations de ce rapport, c'est juste quand vous ouvrez mes diapositives, je vous les donnerai, vous aurez accès à cette information. Mais il y a des suites à ce rapport, qui sont le fait qu'il y a dans pas mal d'universités, alors que ça n'existait pas ou peu auparavant, un référent ou un chargé de mission à l'intégrité scientifique. Il y a une vingtaine d'universités en France, maintenant, qui ont désigné un chargé de mission, donc un référent intégrité scientifique. Il y a eu l'année dernière, c'est en train de se mettre en place, la création de l'Office, qui est l'Office français de l'intégrité scientifique, qui est chargé de coordonner tous ces référents et finalement de faire des lignes directrices pour la pratique en France. Et ces référents donc, sont organisés via l'Office en un réseau national qui interagit avec les équivalents européens au travers d'un réseau qui s'appelle NRIO, ce qui veut dire European Network of Research Integrity Officers. Donc, vous voyez que ça montre que ce n'est pas quelque chose de cosmétique qui existe, mais qu'on a bien vu que ça met du temps à se mettre en œuvre. Et finalement, aujourd'hui, on a effectivement ça. Alors, l'intégrité, ça veut dire être entier, et pas morcelé. Ça recouvre les chartes professionnelles, je vais vous parler de la charte de déontologie, des codes pour les professions structurées, comme par exemple la profession médicale, voire hiérarchisées dans un certain nombre de cas. Mais alors la profession du chercheur, historiquement, la communauté scientifique, les chercheurs individuels pendant un certain temps, cette communauté était composée donc d'individus qui étaient libres, autonomes, la liberté académique continue d'exister, fort heureusement, est inscrite dans notre législation, mais ça a été longtemps une activité quasiment non régulée par la loi et qui faisait ses propres règles. Et puis la taille de la communauté scientifique, au niveau français et au niveau international, ça commence à devenir un peu mastodonte. Les institutions se sont formalisées, des communautés informelles se sont mises à avoir un certain nombre d'activités. Il y a beaucoup d'argent public, et privé aussi, d'argent public en jeu dans les activités scientifiques d'aujourd'hui. Et donc, du coup, il y a des standards de pratique, des conventions, des publications, des conventions de publication, un certain nombre de règles du jeu qui, petit à petit, se sont mises en place. Alors, obéir à ces règles, c'était évidemment la
condition sine qua non pour appartenir à la communauté scientifique. Mais c'était souvent des règles non écrites, non contraignantes. Quelque chose qu'on apprenait, j'allais dire, par osmose dans les laboratoires. Mon directeur de thèse fait comme ça, donc ça doit être bien de faire comme ça, je fais pareil. Et puis on avait une espèce d'éducation pas trop formalisée qui se passait. Et pour le comportement vis-à-vis de ces règles, devait montrer que l'on avait évidemment des qualités scientifiques et la rigueur qui va avec, et puis des qualités morales, cohabitation, l'image vers l'extérieur, etc. Il y a des conduites déviantes par rapport à ça. Les conduites déviantes, ça peut être l'atteinte à ce qu'on peut considérer comme, j'aurais dû mettre des guillemets, la vérité scientifique, c'est vrai ou faux, et on va contre ça, ou bien l'atteinte aux bonnes manières sociales du club communauté scientifique. C'est bien ou c'est pas bien. Les deux ne sont pas exclusifs l'une de l'autre, elles peuvent être cumulées. Et puis il y a tout un continuum et un flou là-dedans. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on apprenait les règles par osmose, par cohabitation avec des gens qui étaient des scientifiques plus aguerris, les pratiques ambiantes sur le tas. Et finalement, cette conduite responsable de la recherche, on n'a pas vraiment des guides pour la mettre en œuvre. Et il se trouve qu'il y a eu, de façon itérative, des fabrications, falsifications, plagiat, c'est-à-dire les grosses fraudes en sciences, des FFP, fabrication, falsification des données, plagiat en copie, ce qu'a fait quelqu'un d'autre, et puis on se l'attribue. Il y a aussi tout un tas de choses qu'on appelle les conduites questionnables. C'est pas très clair, c'est pas vraiment mal, on n'est pas trop sûr. Donc ça, il faut peut-être clarifier un peu. Et puis il y a l'idéal qu'on se fixe, qui est la conduite responsable de la recherche. Alors les Questionable Research Practice, les QRP, c'est variable. Et le curseur, il y en a qui le mettent là, et d'autres qui le mettent là. Donc il y a un certain flou qui en plus n'est pas. Ces questions-là ne sont pas traitées de la même façon entre les différentes disciplines. Alors finalement, de cet aspect un peu implicite, la tendance dans le développement a été d'arriver à expliciter les choses, parce que ça devenait absolument nécessaire, vu, j'ai parlé de la taille de la communauté scientifique, mais la taille des bases de données, la taille des équipes, le fait qu'il y ait une internationalisation croissante, et puis qu'il y ait de la pression derrière tout ça, pression au financement, pression aux carrières, pression aux publications, etc. Donc les opérations, les possibilités de dérapage, finalement, se multiplient. Alors, on trouve plus fréquemment, comme je le disais il y a des dizaines d'années, de la fabrication, de la falsification, du plagiat. C'est pas forcément parce qu'il y en a beaucoup plus aujourd'hui qu'autrefois, mais c'est parce qu'on sait les dépister. Le plagiat en particulier, on a des logiciels qui permettent, quand vous soumettez un article pour être publié, il est passé à la moulinette de la comparaison avec tous les articles qui existent dans les bases de données de publication, et on repère si vous avez copié, si les auteurs ont copié texto quelque chose qui existait déjà ailleurs. Ça peut se faire jusqu'à un certain point, un certain pourcentage de l'article, disons, et en citant sa source. Et quand on cite pas sa source, c'est qu'on a par exemple 40% de l'article qui est copié par ailleurs. Il y a un léger problème. Aujourd'hui, on arrive à dépister ça. Il y a davantage de chercheurs, donc statistiquement, même si le pourcentage entre guillemets fraudeurs est le même, le nombre augmente. Et il y a eu une prolifération de codes de conduite depuis une vingtaine d'années. Il y a eu des codes de conduite dans les académies, les sociétés savantes, les organismes, enfin, il y en a eu plein. Et finalement, il y a même eu une étude il y a quelques années qui a étudié 65 codes au niveau mondial de conduite de la recherche. En France, c'est l'Institut de recherche pour le développement et l'Institut Pasteur qui ont été les premiers à établir un code qui demandait à nos chercheurs de respecter. Alors, quelle est
l'efficacité de ces codes, de ces chartes, elle est toute relative. Ils ont le mérite d'exister, c'est-à-dire qu'on a un point de référence. Mais en même temps, ils permettent donc de prendre conscience d'un certain nombre de dimensions où des dérapages peuvent effectivement se produire. Mais ils sont peu contraignants, ils ne sont pas à la porte de loi. Donc du coup, leur efficacité est assez relative. On ne demande pas à chaque chercheur de signer un code quand il rentre dans un organisme. Donc ces codes, effectivement, sont plus ou moins, j'allais dire, plutôt moins efficaces en pratique que ce qu'on pourrait imaginer. Par ailleurs, comme ils sont très spécifiques, souvent à un domaine ou à un pays, dans le contexte général de l'internationalisation qui est la base pour la recherche pour le moment, on a effectivement quelques difficultés à savoir à quel code se référer. Et en 2006, je vous ai parlé de multiples affaires, c'est la seule que je vais citer. L'affaire Wang a mis un peu le feu aux poudres. L'affaire Wang, c'était ce chercheur de Corée qui travaillait sur des cellules souches et le clonage en fait, et qui finalement avait publié des articles honorifiques qui faisaient des étapes extraordinaires dans ce domaine-là sur les cellules souches humaines, qui se sont révélées d'une part fausses, et d'autre part, il avait travaillé sur des ovules humains qui étaient issus de certaines de ses collaboratrices qui dépendaient de lui. Donc la liberté de dire non, non, moi je ne veux pas donner mes ovules est toute relative quand vous êtes une jeune chercheuse qui dépend de son patron. Donc sur ces multiples dimensions, il y a vraiment eu un impact de l'affaire Wang. Et c'est à ce moment-là, je vous le rappelle, puisque je l'ai dit tout à l'heure, que s'est mise en place la première conférence mondiale sur l'intégrité de la recherche. Donc là, vous avez les dates des autres. La prochaine est prévue en 2019 à Hong Kong. Alors, il y a eu des normes qui se sont mises en place. Il y en a qu'on appelle les normes QDOS. Alors, c'est dans les premières lettres des mots qui sont en gras ici, qui sont en anglais. Donc, c'est les scientifiques, les résultats scientifiques qui appartiennent à l'entière communauté scientifique. L'universalité, qui est affirmée, l'aspect désintéressé de la recherche, évidemment l'originalité, et puis cet aspect de doute scientifique, de scepticisme. Donc ça, c'était des normes qui se sont mises en place à l'intérieur de la communauté scientifique, pour la communauté scientifique qui finalement tournait un petit peu sur elle-même, et qui, tout en restant des références, sont dépassées par ce qui se passe aujourd'hui, où on vous dit, et je vais vous montrer le code de la recherche français, valoriser les résultats, etc. Donc l'aspect désintéressé est un peu difficile à concilier nécessairement avec tout ça. Donc ces normes QDOS, c'est un point de départ des normes de fonctionnement de la communauté scientifique qui, aujourd'hui, ont à faire face à une réalité changeante. L'impact dans ces normes-là, l'impact des recherches sur la société, les aspects de relations sciences-société ne sont pas du tout pris en compte, et ces normes sont mises à mal, si on peut dire, par la pratique de la recherche actuelle. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. Donc c'est une préoccupation internationale, c'est aussi une préoccupation nationale, et je vous ai parlé du rapport Corvol et de ses étapes. Alors ça, c'est les 16 propositions que je vais sauter allègrement, parce que c'est pas très distrayant, mais on peut y revenir. Il y avait vraiment dans ce rapport le but de vous dire il y a 16 propositions, des choses pratiques, et l'une d'entre elles, plusieurs d'entre elles sont déjà passées dans la pratique. Par exemple, que dans le cadre des écoles doctorales, il doit y avoir une formation à l'éthique et à l'intégrité scientifique pour tous les doctorants. Ça, c'est une réalité d'aujourd'hui. Le fait qu'il y ait ces référents dans l'intégrité scientifique dans les universités, et le fait qu'il y ait un organisme pour coordonner tout ça
et organiser la collaboration avec les référents d'intégrité scientifique à l'international. Je vous ai parlé tout à l'heure de la déclaration de Singapour. Donc, juste pour vous donner un exemple de ce qui est produit par ces grandes conférences. Il y a d'abord un préambule qui insiste sur le fait que les bénéfices pour la société de la recherche dépendent du fait que cette recherche soit de qualité et respecte les règles d'intégrité. Donc ça, il y a 4 principes qui sont mis en avant, je crois que je les ai sur avec la diapo suivante. L'honnêteté, la conduite responsable de la recherche, la courtoisie et la loyauté, donc dans les relations de travail, et la bonne gestion de la recherche pour le compte d'un tiers. Voilà les aspects conflits d'intérêts qui sont derrière ça. Alors c'est extrêmement général. Mais quand vous êtes à l'international, c'est mondial. Vous ne pouvez pas rentrer dans beaucoup de détails parce que les cultures sont très différentes, les habitudes, les procédures, les choses ne se ressemblent pas. Donc c'est un point de départ. Et suite à ces 4 principes, il y a 14 responsabilités qui sont détaillées. Je ne vais pas les détailler moi ici. Vous trouvez ce texte sur le site de l'INSERM, le site du CNRS. C'est un point de référence. Mais c'était pour vous montrer que finalement ça inclut des choses très pratiques après ces grands principes. Sur, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire avec les méthodologies, quel est le degré de finesse qu'il faut rapporter dans les méthodologies pour que les expériences soient répétables par d'autres. Comment faut-il communiquer ses travaux, quelles sont les règles de publication, les règles de remerciement dans les publications, etc. Donc là, on est dans le concret de la vie des chercheurs et on est arrivé quand même au niveau international à avoir quelques règles communes sur lesquelles beaucoup d'institutions scientifiques s'appuient aujourd'hui. Dans la Charte européenne du chercheur, que je citais tout à l'heure, on a cette phrase: les chercheurs doivent être conscients du fait qu'ils sont responsables envers leurs employeurs, bailleurs de fonds ou autres organismes, pour des motifs éthiques envers la société dans son ensemble. Vous voyez, l'éthique fait partie de cette Charte européenne de chercheurs. Et pourtant, je vais y revenir un petit peu plus tard, l'éthique n'est pas dans les compétences de l'Union européenne. Alors comment on se débrouille avec tout ça? Donc il y a des obligations qui sont des obligations légales, puis il y a des recommandations, des pratiques professionnelles. Tous ces différents types de normes existent également dans le domaine de la recherche. Donc ce qui est les banning summons en anglais, qui sont les normes qui sont contraignantes, légalement contraignantes, et puis tout un tas de recommandations qui sont des instruments non contraignants, qui sont les règles internationales, on n'a pas la loi internationale, on en a une au niveau européen, les guides de bonne pratique au niveau professionnel et les avis de comité d'éthique. Alors, quand on fait de la recherche, on a à trouver ou appliquer ces règles dans le domaine de la production, de l'exploitation et de l'archivage des données. C'est hyper important, en fait, ça, que d'autres puissent s'en servir après nous. On a des règles dans le domaine des publications, et c'est important parce que le poids des publications dans l'évaluation de la recherche est encore quelque chose qui est majeur. Et le monde de la publication aujourd'hui est en pleine mutation. Il y a l'accès, open access, en fait, l'accès ouvert à la connaissance de la publication qui se développe. Et puis il y a une publication classique, il faut s'abonner et payer pour avoir accès à ce qu'on a pour les organismes de recherche soi-même envoyé chez les éditeurs. Alors les fraudes, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a fabrication, falsification et plagiat, qui sont les trois fraudes majeures. Il y a un blog qui s'appelle Retraction Watch, qui fait régulièrement état des articles rétractés, c'est-à-dire qu'on a retiré l'article pour cause de non-répétabilité, éventuellement fraude, etc. Donc il y a toute une veille
qui se fait actuellement sur justement les qualités au niveau intégrité scientifique des articles qui sont publiés. Alors il y a plein de choses en amont pour éviter que, et puis il y a toutes ces activités qui finalement nous permettent de rapporter ce qui paraît bizarre, ce qu'on n'arrive pas à reproduire, et qui souvent est un signe qu'il y a eu quelques problèmes dans la publication ou les manipulations qui ont amené à cette publication. Alors le plagiat, il n'y a pas de définition juridique du plagiat, mais je vous ai parlé tout à l'heure des logiciels anti-plagiat qui permettent de repérer et au moins de poser la question à des auteurs. Moi j'ai été dans un comité éditorial et un jour on a reçu un article qui était dans un domaine de biologie que je connaissais un peu, mais pas trop, et donc j'ai cherché des reviewers compétents sur le domaine et je m'apprêtais à envoyer cet article à être reviewé par des personnes du domaine. Et puis l'éditeur en chef m'a dit voilà, cet article qui a été soumis dans votre section, il est à, je ne sais plus combien, c'était 45%, reproduisant tel article qui était dans une revue pakistanaise. Inutile de vous dire que les revues pakistanaises, je ne dis pas ça tous les jours, et que dans un domaine qui n'était pas le mien strict, je n'aurais pas pu le trouver tout seul. Donc, avant de lancer la procédure de revoir cet article, de le faire relire, j'ai interrogé les auteurs en disant voilà, on a constaté grâce au logiciel machin chose que il y avait telle partie dans votre article qui reproduisait tel autre article. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, ou était une raison, etc. Je n'ai jamais eu de réponse. Cet article n'est jamais parti à la review, et c'est typiquement un cas, donc là je ne sais pas d'un cas que j'ai vécu moi-même, où effectivement les logiciels anti-plagiat ont été bien utiles. On a finalement évité de mettre dans le circuit universitaire, dans le circuit de la publication, un article qui, à l'évidence, n'était pas parfait sur le plan de sa conception et de sa rédaction. Alors, il y a des responsabilités des chercheurs dans le travail collectif. Il faut promouvoir l'égalité de traitement, parce qu'il y a une discrimination, c'est tout à fait général dans la société, mais ces lois sur la discrimination s'appliquent complètement dans le domaine de la recherche, et il ne faut pas l'oublier. Il y a des choses qui vont beaucoup plus dans le détail. Ce sont les responsabilités du directeur de thèse par rapport à son doctorant. Bon, il faut les former. Ça, c'est au concept et aux méthodes du domaine en question. Mais il faut aussi les informer des textes législatifs et réglementaires, des bonnes pratiques, etc. Et les former d'analyse critique des données scientifiques. C'est cet œil qui fait que c'est pas parce que c'est publié qu'il faut tout croire. Il faut avoir ce doute scientifique qui existait dans les normes CUDOS, qui continue d'avoir sa valeur. Et puis il faut leur permettre l'accès à la communauté scientifique. Il y a un temps où on n'envoyait jamais un doctorant à un congrès. C'était des chercheurs patentés, expérimentés qui l'avaient. Et bien, le directeur de thèse, il m'a donné accès à ces rencontres dans les congrès, à son doctorat. Donc, vous voyez, ça, c'est des choses extrêmement détaillées et qui, finalement, font partie de cette responsabilité scientifique, de cette formation des jeunes par leurs encadrants. Alors, l'évaluation de la recherche, voilà notre domaine, qui est plein de conflits d'intérêts, qui sont en général pas des conflits financiers, encore que la compétition pour des financements de recherche n'est pas à exclure. Donc on a en fait beaucoup plus de transparence, en tout cas c'est ce qu'on essaie de mettre en évidence, de transparence dans toutes ces procédures d'évaluation, que ce n'était le cas quand on se disait que tout le monde il était beau, tout le monde il était gentil, et à partir du moment où on avait des pairs qui regardaient si c'était normal, on pouvait faire confiance à tout ça. Maintenant il y a beaucoup plus
On doit par exemple déclarer ses liens d'intérêt avec, du point de vue des articles conventionnels ou des demandes de crédit qu'on peut être amené à évaluer. La responsabilité vis-à-vis de la société, qui n'existait pas du tout dans les normes CUDOS internes à la communauté scientifique, et qui prend de plus en plus d'importance. Je parlais de la valorisation déjà tout à l'heure, mais par exemple dans le choix des sujets de recherche. Comment va-t-on choisir ces sujets de recherche? Sur quoi on se base pour ça? Il y a bien entendu les politiques de recherche, les incitations financières, parce que s'il y a des crédits là, voilà, l'expérience le montre, mais également tout un tas d'activités autour du dialogue sociétal. Moi, j'ai moi-même fondé ce qu'on appelle une plateforme sociétale ici dans le domaine de la génétique, orientée justement sur le dialogue entre chercheurs et... Je ne fais rien, je vous assure. C'est rien. C'est là-haut, d'accord. Parce que j'ai compris. C'est là où ça se passe. Il va falloir qu'on supporte. Et donc ça, ce sont des responsabilités qui se développent de plus en plus. Il y a également tout l'aspect communication des acteurs de la recherche, les chercheurs, toutes les personnes qui gravitent autour, avec les médias et le public. Et il y a des recommandations du comité d'éthique, j'ai cité deux avis du comité d'éthique du CNRS, où on donne des recommandations en fait à l'organisme du CNRS en question et aux chercheurs sur les aspects éthiques de la communication avec le public, ou quand il y a des débats à l'intérieur de la communauté scientifique, comment faut-il se positionner. Et puis la charte d'expertise qui fait état de l'expertise scientifique et de l'aide pour l'amour. Bon, ça c'est des choses pratiques. Ce que je voulais souligner là, c'est la phrase en rouge. En fait, je vous ai parlé de questionnement, de réflexion, de référentiel, donc avec cette idée qu'on réfléchit. Mais en pratique, et c'est le sens de tous ces codes, de ces recommandations, on est dans finalement la mise en œuvre de règles en pratique. Le problème qui existe toujours dans tous les domaines, c'est pas spécifique à la science, c'est que la procédure, quand elle s'installe à l'intérieur d'une institution, elle est obligatoire, il faut la suivre. La réflexion elle-même, elle n'est impalpable, elle n'est jamais obligatoire. Et donc, si on s'en tient à la procédure, même dans le domaine de l'éthique des sciences, on perd, en fait, le fond, qui est la réflexion. Et toute la difficulté de ces affaires, enfin pas les affaires comme l'affaire Ouan, mais le domaine dont on parle, c'est d'arriver à faire l'équilibre entre l'incitation à la réflexion, mais en même temps, on est dans un métier, dans une pratique, et donc il faut bien avoir des guides pratiques à suivre, et l'équilibre entre les deux. Trop de procédures tuent la réflexion, et une réflexion sans aspect pratique ne sert pas à grand chose en dehors de ce qu'apporte toujours une réflexion à une personne ou à un collectif. Alors la responsabilité vis-à-vis des participants, c'est ce qu'on appelle souvent la protection des personnes ou la bioéthique. On est arrêté. On a un problème d'accrochage à chef. Et si je crie sans micro? Non. C'est bien de l'approcher quand même. Ça, j'ai dit tout à l'heure. On va échanger. Selon d'où vient la chef. Des fois, ça marche. On va voir s'il a des crises non. Donc, dans le cadre de la recherche biomédicale, qui est le cas paradigmatique de la pratique vis-à-vis de personnes, de la recherche, il y a toujours, là aussi, des scandales ou des crises qui sont source de questionnement et derrière de mise en place de réflexion et de mise en place d'action. Il y a des textes de référence qui sont d'une valeur contraignante, des textes de loi, et puis des recommandations professionnelles.
Et c'est là qu'est le plus, dire, le règne des comités d'éthique qui finalement donnent un avis sur des procédures en général ou sur des projets de recherche en particulier. Et en fait, quel est le rôle des citoyens là-dedans? Quel est le rôle de la responsabilité des chercheurs? C'est évidemment impliqué, donc, quand on travaille avec des personnes, il y a des notions d'information des gens, et de leur demander leur consentement, libre et éclairé. Donc on se demande toujours jusqu'où il est libre et jusqu'où il est éclairé. C'est pas parce que vous avez un papier signé que ça garantit complètement, malgré tous les efforts, que ce soit vraiment libre et vraiment éclairé. Il y a un deuxième pilier de l'éthique qui est justement l'avis d'un comité d'éthique qui est indépendant par rapport au projet de recherche, qui va donner son avis sur le protocole. Et puis, au-delà de ça, il y a toujours des questions qui se posent. Jusqu'où faut-il rendre des résultats à des personnes, alors que c'est de la recherche, et pourtant ils le demandent, qu'est-ce qu'il faut faire, qui ne sont pas réglés par des procédures établies qui dépendent un peu de chaque contexte. Alors, qui parlait des comités d'éthique, cette diapo, je ne sais pas celle-là qui est voulu, ça va aller, j'ai dû me tromper. Oui, bon. Il y a des comités d'éthique qui existent au niveau national, vous savez, le comité consultatif national d'éthique des sciences de la vie et de la santé. Il y a des comités au niveau international, et il y en a au niveau européen. Donc je vais passer ça parce que ne devrait pas être là, cette diapo qui va venir plus loin. Une des choses quand on travaille avec des personnes, c'est quand on travaille avec des données sur les personnes. Donc la règle générale du traitement des données personnelles s'applique évidemment dans le domaine de la recherche, avec quelques aménagements liés à la pratique de la recherche elle-même. Les règles à respecter, c'est toujours bien, c'est respecter la finalité, le fait d'avoir des données personnelles pour quelque chose, pas juste pour les avoir, les conserver pendant une durée limitée, on doit assurer leur sécurité, la confidentialité, tout ça c'est la loi, on doit informer les personnes de qu'est-ce qu'on fait avec, et puis on doit déclarer ces traitements de données. Vous voyez que là, il y a un certain nombre de domaines, ça coince dans la recherche, parce que dans la recherche, on veut réutiliser des données dans le futur, et on ne sait pas toujours à quoi elles vont servir. Et donc, effectivement, il y a des aménagements sur notamment dans un nouveau règlement européen, et donc je fais la transition vers l'Europe, qui est devenu, qui a été publié en 2016 et qui devient complètement applicable à partir du mois de mai cette année dans tous les pays de l'Union européenne, et qui prend en compte un certain nombre de spécificités de la recherche par rapport à ce règlement qui gère tout ce qui concerne les données personnelles et les données sensibles, quel que soit le domaine, et pas que pour la recherche. Alors l'Europe dans tout ça. Je vous l'ai dit, l'éthique n'est pas une compétence de l'Union européenne. C'est une chasse-gardée des États et qui y tiennent. Imaginez que je suis à Bruxelles et que je vais vous imposer l'éthique. Donc ça reste bien une compétence nationale. Et pourtant, l'Union européenne, dans tous ces domaines d'activité et de compétences, elle ne peut pas faire fi et ignorer la dimension éthique. Donc elle a mis en place des structures et des procédés. Alors, elle était bien structurée. Excusez-moi, ça surgit comme ça. Elle a mis en place un groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies qui a été initié par un groupe de conseillers d'abord depuis 1991. Et pour le moment, je fais partie de ce groupe-là. C'est 15 personnes, donc on ne représente pas un pays, là à titre personnel. 15 personnes que la commission consulte sur les aspects d'éthique des sciences et des nouvelles technologies. Et puis il y a un autre domaine qui sont, vous savez qu'il existe des programmes cadres de recherche au niveau européen qui financent des recherches collaboratives entre pays européens, ou pays tiers éventuellement. Et les aspects éthiques sont étudiés en fait dans les demandes de financement qui sont proposées.
Donc comment ça marche tout ça? Donc je voulais mettre sur cette diapo un exemple. Pourquoi l'Union européenne ne peut pas faire fi des dimensions éthiques? Alors c'est l'histoire des cellules souches embryonnaires. Vous savez qu'il y a des pays qui autorisent, qui l'interdisent mais font des exceptions, la recherche sur des cellules souches issues d'embryons, et puis d'autres pays chez lesquels c'est pas du tout autorisé. Alors quand l'Union européenne fait son programme cadre de recherche, il se dit qu'est-ce que je fais par rapport à ces recherches? Je les finance ou je les finance pas? Et donc forcément, qu'est-ce qui se passe dans les différents pays? Il y a un débat au Parlement, et c'est finalement le Parlement qui, en l'occurrence, a décidé que les étapes de recherche qui consistent à manipuler l'embryon lui-même pour en extraire des cellules ou faire des lignées ne seraient pas financées par le pot commun des financements européens, mais que par contre, une fois qu'une lignée est établie, fût-ce à partir d'un embryon, là, les recherches qui se font sur ces lignées pourraient être financées par des crédits européens. Vous voyez que c'est une cote mal taillée, ça montre la complexité, et il y a eu des mois et des mois de débat là-dessus au niveau du Parlement européen. Et une des clauses qui était sortie était que le groupe européen d'éthique travaille sur le processus d'évaluation ou d'examen éthique des projets qui travaillaient, disons, dans ce domaine-là, pour ne serait-ce que vérifier que les chercheurs qui ont le droit dans leur pays ont effectivement bien respecté le droit de leur pays pour manipuler l'embryon, et que ce qui se fait au titre du projet européen correspond à ce que l'Union européenne a décidé de financer, et pas à ce qu'elle a décidé de ne pas financer. Donc les règles choisies par la Commission peuvent être plus contraignantes que requis légalement dans certains pays. Mais si vous voulez les sous de l'Europe, vous respectez ça. Même si votre pays ne vous l'impose pas. Donc il y a toute une activité autour de justement l'examen éthique, avec ce qu'on appelle des panels d'évaluation éthique, des examens éthiques, des projets européens. Avec un certain nombre de collègues de Toulouse ont participé à ces activités-là. Alors, si je résume, au niveau européen, l'éthique est mentionnée dans la charte européenne des chercheurs. Je vous ai donné un exemple de phrase tout à l'heure. Il y a un groupe européen d'éthique des sciences et des nouvelles technologies. Pour vous donner un exemple, ce sur quoi on travaille actuellement dans ce groupe, c'est une déclaration sur l'intelligence artificielle, les aspects éthiques, et d'autre part sur un avis sur le futur du travail en Europe. Et en général, puisque l'Europe n'est pas complètement isolée du reste du monde, futur du travail avec évidemment l'influence du développement des sciences et des nouvelles technologies sur les dimensions du travail. Et vous voyez qu'on est loin de ce qu'on imagine être quand on pense à un comité d'éthique qui s'occupe uniquement principalement d'aspects biomédicaux. Là, on est sur des questions qui impliquent sciences et société de façon plus vaste. Au niveau du Conseil de l'Europe, donc pas de l'Union européenne, il existe un comité directeur de la bioéthique qui propose au Conseil des ministres après des textes, des déclarations, des positionnements, ça peut être des recommandations, ça peut aller jusqu'à des conventions. Les conventions, elles, si elles sont signées et ratifiées par un État, elles deviennent juridiquement contraignantes. Donc, on voit bien qu'au niveau européen, il y a des développements. On a en particulier ce qu'on appelle la Convention d'Oviedo sur les droits de l'homme et la biomédecine, qui est une convention qui a été ratifiée par la France et qui donne donc des obligations à l'État français sur la conduite dans ces domaines-là. Je vous ai parlé de de projets européens, il y a tout un chapitre éthique à développer, et puis la revue de ces aspects éthiques avant la signature du contrat, et tant qu'on n'a pas rempli les conditions établies, le contrat n'est pas signé. Tant que le contrat n'est pas signé,
vous ne les avez pas. Donc il y a une forme de prise en compte de l'éthique en pratique qui est assez prégnante. Et un certain nombre de projets, alors pas tous les projets européens bien sûr, un certain nombre de projets mettent une partie du projet lui-même sur les aspects éthiques, sur les débats avec la société, quand le sujet s'y prête. Et l'Union européenne est particulièrement attentive à ça. Et ça m'amène... Bon, ça, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure. Bon, ça, c'est le groupe européen d'éthique, avec des exemples d'avis sur différents domaines. Ça, c'est la définition de ce groupe, qui est une extension neutre, etc., et qui examine les questions liées aux sciences et aux nouvelles technologies sur la base d'une saisine par la Commission. En fait, c'est le président de la Commission ou un commissaire qui est porteur de la question qui saisit ce groupe. Donc, pour l'instant, on a été saisi par le commissaire de la recherche sur les aspects éthiques du futur du travail en Europe. Alors, je vais conclure en vous rappelant que l'éthique, je l'ai dit au début, est un des thèmes transversaux de l'ESOF 2018. Il y a certaines sessions qui sont dédiées à ces dimensions-là, l'éthique des sciences, l'éthique à l'application dans un domaine ou l'autre, aussi bien dans le programme sciences et politique scientifique que dans les autres axes des offres qui sont le programme carrière, pour les jeunes. Là, on voit bien comment se forme-t-on à ces dimensions-là, par exemple, et Science to Business, qui est toute la partie conduite responsable des recherches également dans les entreprises. Et puis, il va y avoir des consultations citoyennes sur la question de l'Europe du futur, ou la vie des citoyens sur l'Europe, qui vont être organisées. Vous avez peut-être vu ça dans les journaux. Emmanuel Macron est à l'origine, en fait, de la poussée de la mise en œuvre de ces consultations citoyennes qui vont se passer dans le courant du printemps et de l'été jusqu'à l'automne 2018. Et en fait, dans les offres, on va aussi se préoccuper de la dimension européenne et faire participer autant que possible les participants des offres, mais aussi le public. Ce soir, là, maintenant, dans la discussion, on va faire un exercice là-dessus, sur finalement le positionnement des personnes, ça peut être tout un chacun. Vous savez que dans les offres, il y a un festival Science in the City qui est pour le grand public, qui est mené en parallèle et en interaction avec le forum professionnel, et où la possibilité de justement être interrogé sur l'Europe, alors puisque c'est les offres, ce sera l'Europe de la science, la position de la science dans l'Europe. On va en fait participer à cette consultation citoyenne sur l'Europe à l'occasion de notre forum et d'événements, éventuellement d'événements labellisés comme c'est le cas pour Associance. Alors je conclue en vous rappelant que la dimension éthique, en fait, elle est profondément ancrée dans l'activité de recherche. Rappelez-vous les principes de connaissance, etc. On est loin de se limiter à la bioéthique, même si la bioéthique, en tout cas pour ma pratique professionnelle tout à fait importante, que la génération de connaissances est une source de valeur et s'appuie sur les valeurs. On ne répète jamais, ça rejoint le premier point. Et que finalement, les chercheurs au sein de la société ont une responsabilité et que quelque part, ils ont besoin d'être accompagnés dans la mise en œuvre de cette responsabilité. Et puis, tiens, j'ai fait une faute, les discussions sur l'éthique des sciences participent aussi à la construction européenne et c'est le sens de ces consultations qui auront lieu et à laquelle je me réjouis qu'ESOF puisse apporter son grain. Voilà, je vous remercie beaucoup et maintenant à vous de poser des questions. Anne, il y a deux personnes qui auraient pu pouvoir présenter, et je crois qu'ils sont déjà mis en contact
avec toi. Je passe le micro au Paul. Je vais donner le micro à Bernard Burella qui va faire une transition effectivement avec toutes les indications sur les offres et le côté éthique qui court. Ça y est, c'est bon. Merci Laurent Thomsen pour cette excellente présentation. Effectivement, on retrouve beaucoup de choses qui vont être analysées, abordées pendant un colloque qui se tient le 5, le 6 et le 7 avril 2018 au centre d'enseignement de congrès de l'hôpital Pierre-Paul Riquet, enfin l'hôpital Purpan, sur le thème l'être humain face aux défis des technosciences. C'est-à-dire tout ce qui est nanotechnologie, biotechnologie, l'intelligence artificielle, etc., robotique, neurosciences, bref. Et ce colloque est parrainé par Pierre Corvol, dont Anne Thomsen a parlé, qu'elle connaît fort bien, qui donc est non seulement le parrain du colloque, mais qui va clôturer le colloque sur une conférence très intéressante sur le thème peut-on toujours faire confiance à la science? Et ce colloque, après avoir été ouvert par Anne Thomsen, la séance inaugurale sera prononcée par le professeur Jean-François Delfrécy, le président du comité consultatif national d'éthique, sur le thème des enjeux de cette révision des lois de bioéthique. Et entre le début et la fin, il y aura tout un panel de conférenciers de grande qualité. Il y aura notamment l'homme qui a rédigé le dernier rapport sur la CNIL concernant les algorithmes et libertés individuelles, c'est Victor Demion, qui viendra participer à une table ronde le jeudi après-midi. On attend aussi la participation d'un industriel, le président d'IBM, qui va effectivement nous dire un peu comment lui aborde ces questions. Effectivement, est-ce qu'on peut toujours faire confiance aux décisions qui sont suggérées par les machines? Je cite aussi la présence de philosophes, de sociologues, des gens qui vont s'interroger si demain l'homme sera toujours la mesure de toute chose, comme le disait le philosophe Protagoras il y a 2500 ans. Donc je vous invite à aller sur le site du colloque, GREP, GREP-MP, ça veut dire Groupe pour la recherche en éducation et prospective Midi-Pyrénées, grep-mp.com/colloque. Et là, vous allez avoir toute une série d'informations sur cette manifestation à laquelle vous êtes cordialement invités. Voilà. Merci de ces 2-3 minutes pour ce petit coup de pub pour le colloque qui va vraiment tout à fait dans la suite de ce que vient de dire Madame Thomsen. Oui, je me permets d'ajouter juste une toute petite chose, parce que ce colloque, c'est pas un colloque en plus. Il y a 2 originalités fortes dans ce colloque. C'est qu'il y a une quarantaine d'étudiants qui ont travaillé de façon interdisciplinaire depuis plusieurs mois sur les différentes thématiques du colloque et qui vont venir exposer le résultat de leurs travaux. Je crois que ça va être un moment fort à chaque demi-journée. Il y a du temps qui leur est donné pour dire, vous, mesdames et messieurs les experts du CECI, nous qui avons 20 ans ou 22 ans, et en voilà une qui est à mes côtés, là, qui en est l'exemple. La jeune génération veut dire, voilà comment nous voyons demain, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, on sera aux commandes, on prépare l'élite de la France. Voilà, c'est, disons, ce que vont dire les jeunes sur ces thématiques qui vont être abordées pendant le colloque. Première originalité. La deuxième, c'est qu'il y a un forum pendant une demi-journée entière. On va demander aux participants de sortir de leur fauteuil, de venir dans les ateliers et nous dire effectivement ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête et dans le cœur sur technologie et santé, technologie et travail, technologie et éducation, technologie et loisirs, etc. Et tout ça va nourrir un texte qui est en cours de rédaction, qui est un manifeste appelant à la régulation des technosciences au niveau mondial. On appelle ça un manifeste pour un engagement responsable face aux défis des technosciences. Et ce document, ce texte, sera soumis à l'approbation des participants du colloque le dernier jour, juste avant la clôture qui sera faite par le professeur Pierre Corvol.
Des fiches là-haut sont disponibles pour ceux qui voudraient avoir les adresses. Et maintenant, après tout ça, je pense qu'on doit avoir à peu près 10 000 questions. Et donc la première est toujours la plus délicate à poser, mais ça va arriver, je pense. Depuis... Alors, pas de problème avec l'éthique. Alors, pendant que vous cherchez vos questions, je vais vous donner quelques autres informations. Par exemple, autour des offres, juste avant ou juste après, donc début juillet, voire le 15 juillet, il y a un certain nombre d'événements satellites des offres. Il y en a un qui est le congrès européen des étudiants. Donc, ils vont se réunir, ils ont déjà commencé leur travail, ils vont se réunir juste avant les offres, pendant 2 jours et demi. Et eux aussi, c'est des étudiants qui viennent de multiples pays européens, qui réfléchissent et veulent faire passer des messages, donc en tant que des jeunes, c'est des lycéens en fait, qui veulent faire passer des messages sur comment ils voient les priorités scientifiques, les positionnements, etc., à des dirigeants européens, et ils se servent des offres pour faire remonter ça. Donc ça, c'est une première chose. Et il y a effectivement un nombre d'éléments périphériques à ESOF. Il y a bien sûr des sessions, un programme du forum, mais il y a aussi ce qu'on appelle, alors c'est en train de s'organiser, un truc qu'on va appeler le train des questions épineuses. Donc avec chaque jour, à un endroit dans l'exposition du forum, des débats, il y aura toute une programmation, et c'est le mouvement universel pour la responsabilité scientifique qui est en train de réfléchir aux questions épineuses, justement à des questions difficiles, qui peuvent être des aspects, entre guillemets, purement scientifiques, mais aussi en lien avec des questions sociétales liées à la recherche. Et notre but, ce qu'on voudrait essayer de faire, c'est que, aussi bien dans ce train, ce sera quelques chaises, à l'intérieur du forum, les mêmes questions puissent aller être posées vers les citoyens dans Science in the City, de façon à ce qu'en fin des offres, on ait effectivement un ensemble de réponses et de contributions à des questions compliquées, des questions épineuses, aussi bien en provenance de citoyens lambda qui s'intéressent à ces questions que de participants au forum. Ce n'est pas forcément la spécialité non plus. Donc, il y a bien sûr un colonne vertébrale des offres qui est le programme scientifique, mais il y a plein de petites choses autour, avant, après ou pendant les mini-contributions ou sessions, pour favoriser, c'est pour ça que ça s'appelle un forum, pour favoriser l'échange et la discussion. Donc j'espère que parmi vous, il y a quelques personnes qui, soit dans Science in the City, soit dans un forum, pourront effectivement contribuer à tout ça. Bon, je me jette à l'eau. Il faut quelqu'un pour me poser une question épineuse, si vous voulez bien. Mais avant, je vais relayer un tout petit peu le message de Bernard Burel pour attirer votre attention sur une chose. Je fais partie aussi avec lui du groupe qui anime ça, et je coordonne un groupe d'étudiants en question dont a parlé Bernard. Et j'attire votre attention sur l'intérêt de la réflexion des jeunes sur toutes ces questions-là. C'est un petit peu désarçonnant. Au stade où on en est, j'attire votre attention là-dessus. Alors, la question épineuse, si vous le voulez bien, vous avez prononcé le mot. Je ne connaissais pas toutes ces réflexions, je ne savais pas tout ce travail qui était fait. Donc, du coup, je me pose la question, est-ce que ça peut suffire pour encadrer le progrès technoscientifique tel qu'il est aujourd'hui dirigé, inspiré? Est-ce que vous savez que de nombreux chercheurs ou de nombreuses applications industrielles s'apparentent à des apprentis sorciers, enfin, c'est l'image un petit peu. Est-ce que ça peut suffire, un encadrement, j'ai envie de dire, a posteriori, éthique, tel que vous le présentez là, de votre expérience d'encadrante, de chercheuse et de personnes spécialisées dans l'éthique? Est-ce que ça peut suffire? Est-ce qu'on peut se contenter de ça, accroître cet effort-là? Est-ce que ça peut suffire? Alors c'est effectivement épineux, c'est difficile, je ne pense pas qu'on puisse répondre oui ou non à votre question. Je crois d'abord que tous les aspects de
de réflexion éthique, etc., ne sont pas a posteriori, elles sont a priori. C'est-à-dire qu'un projet de recherche n'est déclenché, par exemple au niveau européen, que si il y a eu la démonstration que la prise en compte de l'aspect éthique était une réalité, et s'il y a plein de questions qui vont surgir au fur et à mesure du projet. Et donc si le projet lui-même met en œuvre dans son plan de travail, tout simplement, ses réunions, etc., un colloque au milieu du projet spécifiquement sur les aspects éthiques ou autres, c'est tout ça. Donc, je ne pense pas que le terme d'a posteriori, qui fait référence au fait que j'ai dit, et c'est vrai, qu'un certain nombre de procédures ou de réflexions se déclenchent suite à des crises ou à des fraudes ou à des constatations de malconduite, etc. Ça, c'est vrai, ça déclenche. Mais après, une fois que ces recommandations existent, qu'elles soient que ce soit des lois ou que ce soit des recommandations professionnelles, là, ça se passe avant que les projets se déclenchent. Donc, je pense que oui, ça aide beaucoup. Ce que je dis et ce que je disais, qu'il ne faut pas oublier la réflexion, c'est cet équilibre qui est difficile. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut être vigilant. Il ne s'agit pas de ne pas avoir de code de conduite, disons, mais il ne faut pas se limiter à un code de conduite, parce que de toute façon, il y a en permanence des nouvelles questions qui se posent et qui surgissent. Je pense qu'il faut organiser les espaces où cette réflexion peut effectivement avoir lieu. C'est l'idée des espaces éthiques qui existent ou autres. Et je pense que ce que vous faites avec des jeunes est de cet ordre-là aussi. Est-ce que ça peut suffire? Non, je pense qu'il y aura toujours des dérapages, des fraudes, il y aura toujours des échappements par rapport à cet ensemble à la fois de réflexion et de procédure. Mais je pense qu'on peut aller pas mal loin, et notamment dans l'industrie. Les industriels ne sont pas du tout les derniers à s'intéresser aux aspects éthiques, à mettre en œuvre, parce qu'ils jouent leur image. Donc même sur un plan très marketing d'entreprise, aller se fourvoyer sur des domaines extrêmement problématiques, sur un plan éthique dans une société donnée, c'est pas forcément une bonne opération pour l'entreprise. Donc même sans se placer au niveau des principes et des valeurs, les entreprises sont très attentives aux aspects éthiques, aux discussions, et pas forcément pour essayer de tirer vers on a envie de faire ça, on veut dire maintenant il faut un équilibre dans toute chose. Mais je pense que le fait de réfléchir, le fait d'éduquer, le fait de mettre en place et périodiquement finalement de responsabiliser sur ces aspects-là et les chercheurs qui ne sont pas que dans le public, je pense que ça peut permettre, peut-être pas de faire face à tout, mais de mettre un socle qui est solide. J'aurais voulu savoir comment vous positionnez l'éthique par rapport aux enjeux de souveraineté nationale. Je pourrais faire allusion par exemple à l'intelligence artificielle, il y a l'article de Laurent Alexandre sur le sujet dans l'Express. Je n'ai pas lu cet article-là en tout cas, donc je ne peux pas vous faire référence précisément parce que je n'ai pas lu cet article auquel vous faites allusion. Les enjeux de souveraineté nationale, je vous ai dit que l'éthique était une dimension nationale. Mais que ce soit dans les organismes internationaux, européens ou autres, on ne peut pas faire fi. Et effectivement, ça va être un des débats dans la loi de bioéthique. On peut avoir un positionnement français, mais on sait très bien qu'à côté, dans les pays voisins, ou un peu plus loin, dans le monde, il y a des positionnements extrêmement différents. Et le fait de maintenir certaines positions, entre guillemets, franco-françaises, introduit des inégalités, parce que les gens qui veulent avoir accès à certains aspects vont traverser la frontière et y aller, mais ne pourront le faire que ceux qui ont les moyens de le faire. Et donc il y a une question de justice
Il ne s'agit pas d'aller suivre, il suffit qu'il y en ait un qui démarre quelque part pour que tous les autres suivent. On a nos valeurs et nos positions de société qui sont dans différents pays et en France en particulier, mais on ne peut pas du tout se mettre les œillères et ne pas envisager les éventuelles inégalités qui sont issues de positionnements qui permettent, qui font qu'un certain nombre de personnes qui ne sont pas d'accord avec ce positionnement national vont aller, si elles en ont les moyens, dans un pays où ils peuvent avoir accès à ce à quoi ils n'ont pas accès en France, par exemple. C'est tout à fait vrai. Comment ? Exemple, la PMA. Exemple, la PMA. C'est l'exemple classique. Je voudrais compléter la réponse. D'abord, Laurent Alexandre est pas spécialiste d'intelligence artificielle, loin de là, c'est pas du tout son métier, donc il faut prendre avec beaucoup de pincettes ce qu'il raconte, parce que ce n'est pas du tout un spécialiste du domaine. Ça, c'est une première réponse. Deuxièmement, je fais partie de la CERNAC et la commission de réflexion sur l'éthique de la recherche en sciences et technologies numériques, qui va sortir un avis prochainement sur la souveraineté des algorithmes. Donc, voilà, donc, là, ça va sortir, je pense, les semaines qui viennent. Alors moi, je vais encore rebondir sur la question. Laurent Alexandre est quelqu'un qui est dans un domaine donné, génétique en particulier, mais qui, pour des raisons d'accès à nos médias dont je ne connais pas les mécanismes précis, se permet d'écrire sur absolument tous les sujets et sur le plan d'intégrité scientifique, moi j'y trouve à redire. Parce qu'on doit parler, en tant que citoyen, on peut s'exprimer sur tout, mais on est un citoyen lambda, et quand on parle de domaine avec une certaine autorité, il faut que cette autorité, donc la force du discours et sa portée, soit en rapport avec les compétences qu'on a. Et je pense que dans le domaine et la personne que vous avez citée, on n'est pas toujours dans ce cas-là. Je voulais aborder le problème des conflits d'intérêts dans la recherche. Il me semble que les problèmes sont devenus de plus en plus importants depuis une trentaine d'années. Quand on a décidé, à juste titre, peut-être d'avoir un lien beaucoup plus fort entre la recherche universitaire et l'industrie, ce qui fait que la part du financement de la recherche publique par le privé est devenue très importante. Et qu'effectivement, le chercheur s'est trouvé tiraillé entre, effectivement, son financeur et justement le conflit d'intérêts. Alors, il y a des exemples très précis dans la pharmacie, mais on peut en voir aussi dans l'industrie. Par exemple, dans les positions des chercheurs par rapport au nucléaire, par exemple, on met clair que c'est pas du tout neutre. Donc ça me semble constitutif du mode de financement actuel de la recherche qui est de plus en plus dépendant de crédits qui ne sont plus des crédits publics. Et vous avez tout à fait raison. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de tracer en parlant des normes kudos, on voyait des intéressements, etc. Donc les normes internes de la recherche, et puis ce qui est effectivement la mission et le mode de fonctionnement de la recherche, que ce soit public ou privé, et souvent mixte, public et privé, où effectivement, là, les éditeurs ont un rôle très grand et ont pris vraiment des mesures pour que quand on soumet un article, qu'on soit dans le privé, où il y a l'aspect brevet, mais il y a aussi l'aspect publication dans beaucoup de domaines privés qui publient des résultats, parce que c'est une façon aussi d'entraîner de nouvelles collaborations et de nouveaux partenariats. Donc il n'y a pas que les brevets dans le domaine privé. Les éditeurs, en fait, fouillent de plus en plus et demandent la déclaration de lien d'intérêt, évidemment les financements, qui a été financé dans les 5 ans précédents par telle ou telle entreprise, ce qui fait que l'information existe sur qui est financé par quoi ou par qui, de façon beaucoup plus transparente que ça n'était le cas précédemment,
niveau des financements doivent être effectivement cités, transparents, etc. Donc, on n'empêche pas le conflit d'intérêts, mais on donne l'information qui permet de pouvoir s'en méfier ou les dépister. Ce qui est une cote mal taillée, je suis d'accord avec vous, très dubitatif, mais qui est déjà un progrès par rapport à être dans l'aspect occulte, en fait, c'est-à-dire qu'il ne les met pas en évidence. Par ailleurs, dans le domaine de la recherche médicale, qui est plus mais qui implique beaucoup de boîtes pharmaceutiques, etc., donc des entreprises, il y a des réglementations qui se sont mises en place, au niveau européen, mais au niveau international aussi. On est obligé de publier le protocole, on est obligé de définir donc quel est le but premier du protocole, tous les aspects qui s'y rattachent, et on ne peut pas, comme c'était le cas avant, publier le petit bout qui était d'intérêt pour la boîte pharmaceutique, et puis occulter et ne jamais publier les résultats sur un essai thérapeutique qui n'allait pas dans le sens favorable, disons, à l'entreprise pharmaceutique. Donc il y a des progrès à ce niveau-là pour avoir une obligation de publication, une obligation d'accession au public, au protocole tel qu'il a été déposé et approuvé. Donc disons que ces aspects-là sont pris en compte. Maintenant, c'est comme pour tout, il y a des abus et des façons de contourner qui existent. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les organismes, pour le coup de recherche, type CNRS, INSERM, etc., ont développé des contrats de partenariat qui garantissent un certain nombre de libertés aux chercheurs par rapport aux résultats. Et dans ces cas-là, c'est finalement un échange qui marche assez bien, où l'industrie a besoin en fait de la recherche publique et des chercheurs pour faire avancer un certain nombre de choses. Et quelque part, la contrepartie de ça, qui lui prendrait beaucoup de temps et qu'il ne pourrait pas lui-même développer, c'est qu'il va garantir une possibilité de publication et un certain nombre de choses qui sont écrites. Donc les contrats qui sont en préalable à la mise en œuvre de partenariats avec le privé essaient de garantir un certain nombre de choses qui n'excluent pas les conflits d'intérêts, mais permettent de garantir une certaine liberté aux chercheurs pour l'exploitation des résultats. Bonsoir. Moi, la question que je me pose, c'est quel rapport reste entre les militaires et la recherche actuellement? Dans quelle mesure ils ont un poids sur l'orientation des sujets? Dans quelle mesure ils ont encore des possibilités de préemption sur les résultats? Alors là, je ne suis pas sûre que j'ai tous les éléments pour vous répondre, parce que c'est un domaine dans lequel j'ai peu d'informations. Ce que je sais, c'est qu'effectivement, dans le domaine de la défense, il y a toute une recherche qui implique des recherches et des chercheurs qui ne sont pas du tout des militaires, mais qui financent des recherches qui pourront avoir des applications qui les intéressent. Ça, c'est évident. Au niveau éthique, au niveau des projets européens, il y a toute une partie de ce qui s'appelle l'examen éthique des projets qui porte sur le dual use, c'est-à-dire l'utilisation dans le domaine militaire et éventuelle versus l'utilisation dans le domaine civil et applications diverses. Donc c'est une dimension qui est complètement prise en compte et qui demande à être étudiée. Les chercheurs qui proposent des recherches, qu'elles soient financées par l'Union européenne, ça c'est pas l'aspect défense pour le moment, pour l'instant, mais ils doivent réfléchir à est-ce que les résultats de leur recherche pourraient être utilisés dans le domaine militaire ou pas, et avoir une réflexion à ce sujet, ils sont questionnés là-dessus. Alors le débat sur y aura-t-il un volet défense dans le prochain programme cadre européen est complètement ouvert. Alors
il y a plusieurs positionnements là-dessus. Il y en a un qui dit que l'Europe a été faite pour construire la paix, maintenir la paix, et donc on ne va pas commencer à mettre de la recherche orientée militaire dans le programme de recherche et d'innovation. Et un autre son de cloche qui est que, effectivement, si on veut avoir une position sur la défense qui soit commune à l'Union européenne, il est inimaginable que ça ne concerne pas aussi la recherche. Et donc on ne sait pas du tout au jour d'aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer pour le prochain programme cadre sur cet aspect-là. Mais au moment des offres, la proposition de la Commission européenne pour le prochain programme cadre de recherche et d'innovation aura été publiée en juin. Et donc la Commission, qui finance en partie les offres, c'est notre plus gros financeur, tient à ce que les offres soient une plateforme de discussion du programme cadre, enfin, de la proposition du programme cadre, qui ensuite doit passer par toutes les arcanes des votes, par le Parlement européen, etc. Donc je pense que cette question-là fera partie des questions qui se discuteront. Bon, ben je crois que ça va être fini. J'aurais juste voulu, c'était une question qui me brûlait un petit peu les lèvres. On a bien sûr fait tout le tour de l'Europe, mais il y a des pays comme les États-Unis où à peu près la moitié de la recherche est payée sur des sources militaires. Ça a de quoi interroger, ou au moins peut-être aller leur expliquer qu'il y a peut-être des choses à faire en éthique. Oui, alors au niveau des États-Unis, il y a tout un tas de choses politiques qui se font. Les États-Unis ne sont pas des pays dans lesquels il n'y a pas d'éthique de la recherche, pas du tout. Le côté défense et militaire est très particulier en fait. Donc, une des différences qui existent, là pas spécialement sur la défense, entre États-Unis et Europe, en tout cas France, c'est que au niveau fédéral, là où par exemple le National Institute of Health, le NIH, ou les institutions publiques financent la recherche, elles imposent un certain nombre de règles, restrictions, cadres à ceux qu'elles financent. Mais par contre, le financement privé, et ça c'est vraiment la philosophie du libéralisme qui prévaut aux États-Unis, ce qui est financé sur argent privé n'est pas soumis à ces règles-là. Alors que nous, en France, à partir du moment où on passe par une loi, la loi elle s'applique aussi bien au privé qu'au public. Elle régule un domaine donné. Donc il y a une grosse différence entre ceux qui régulent par la loi, qui s'appliquent à tout le monde, c'est comme aux États-Unis, mais il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'institution, qui impose, comme la Commission européenne, elle impose ses règles et ses limites dans le domaine éthique, de ce qu'elle finance. Elle ne va pas l'imposer à ce qu'elle ne finance pas. Donc effectivement, il y a une grosse différence entre quand on passe par le biais de la loi ou quand on passe par le biais institutionnel. Un seul mot que je voulais dire. Tu ne nous as pas vraiment parlé de la projection des concepts moraux sur l'éthique. Oui, parce que c'était un peu long, si je voulais parler un peu des cadres et des applications. Alors, les concepts moraux sur l'éthique, c'est les principes, en fait, auxquels je faisais référence au début, et qui irriguent tous ces positionnements pratiques sur, par exemple, je ne sais pas à quel concept tu fais allusion, mais le respect de la personne, c'est évidemment le respect de la personne qui irrigue toutes les pratiques de l'éthique quand on travaille avec des personnes. Le respect de la vie privée, évidemment, gère toute la façon dont on va se servir des données personnelles des gens. C'est vrai que je ne suis pas c'est un peu vite, mais qu'effectivement,
on est en plein dans l'application des principes éthiques ou moraux dans des domaines particuliers. J'ai fait un peu vite avec une diapo et un mot par philosophe, et un choix de philosophe, l'histoire de l'installation de l'éthique des sciences à travers l'histoire des pensées éthiques dans les philosophes. C'est sûr que si on parle des États-Unis, comme on vient de le faire, dans les pays anglo-saxons, l'utilitarisme est une philosophie qui a un très très gros impact et qui impacte toute la façon dont se fait la recherche en particulier, alors que nous on est beaucoup plus en France ou en Allemagne sur des aspects principiels type Emmanuel Kant, où on met effectivement l'individu au centre, plus que l'utilitarisme par rapport à l'utilité par rapport à la société. Donc ça c'est vrai qu'il y a des différences. Et c'est un peu sur ces aspects-là que se fondent les différences de positionnement. C'est pas qu'il y a de l'éthique ou pas d'éthique, c'est qu'il y a des choix et des priorités, des hiérarchies de valeurs qui sont différentes d'un pays à l'autre. Est-ce qu'il existe une publication de ces référentiels de valeurs? Alors oui, il y en a plein. Une publication, je ne sais pas, c'est un peu difficile. Mais si vous voulez, je peux chercher et communiquer à Paul quelques références qui vous permettraient de vous y retrouver. Il y a pas mal de choses qui sont dans des guides de pratique pour les chercheurs, mais si vous voulez quelque chose de plus général, là on peut trouver des ouvrages. L'idée c'est de pouvoir comparer justement ces différents référentiels. Oui, alors l'éthique comparative de pays à l'autre, il y a des revues, des bouquins qui font que ça, effectivement. S'il vous plaît, si Anne m'envoyait des renseignements, je voudrais savoir à qui et comment les transmettre.